Les dernières nouvelles en provenance d'Iran. Nous savons que les États-Unis et Israël attaquent les réserves de pétrole à Téhéran. Ils essayent de frapper le secteur énergétique parce qu'un groupe de journalistes de CNN s'était rendu en Iran pour faire un reportage. Ils ont dit que les gens ne semblaient pas pressés. Regardez les stations-service, elles fonctionnent encore. Les magasins sont ouverts. Mais depuis, il semble que cela ait été un tournant pour l'administration Trump, qui a commencé à intensifier les attaques contre les civils. Nous voyons maintenant des frappes sur des sites et des ressources énergétiques, apparemment pour créer une forme de chaos à l'intérieur de l'Iran. Comment percevez-vous la situation actuelle de la guerre? À mon humble avis, le dépôt de pétrole n'a probablement pas été frappé par les Américains. Il a été frappé par les Israéliens. Parce que les Américains ont clairement déclaré la véritable raison, ce qu'ils veulent vraiment. Tu sais, ce ne sont pas les armes nucléaires. C'est pas seulement un changement de régime. Ils veulent le pétrole. Ils le disent ouvertement. Bientôt, le pétrole ne sera plus entre les mains des terroristes. Et ce sera mieux pour le monde entier, parce que nous contrôlerons le pétrole. On en revient à « Nous sommes une bande de pillards qui voulons tout. Ce qui t'appartient nous appartient. » C'est la mentalité de Washington. Et je dirais que c'est aussi celle des Européens. Sauf que lorsque Washington arrive, il prend simplement ce qu'il veut chez eux aussi. Washington est un régime de pirates. Ce sont des assassins et des pillards, prêts à tuer les femmes et les enfants de n'importe qui pour s'emparer de ce qu'ils veulent. Ce sont des kleptomanes, un empire fondé sur le vol. Ils ont déjà vidé leur propre peuple jusqu'à la moelle. S'ils le pressurent davantage, il y aura des révolutions. Alors, comme d'habitude, ils essayent de tuer et de voler tout le monde. Les Israéliens, quant à eux, veulent que le Moyen-Orient devienne un enfer désolé. On a déjà vu des espions israéliens arrêtés au Qatar et en Arabie Saoudite, tentant de détruire des dépôts ou des infrastructures pétrolières. Bien sûr, l'Iran a aussi frappé la raffinerie de Haïfa, donc les Israéliens en prennent sérieusement pour leur grade. Ma prochaine mise à jour, je viens de compiler une série de vidéos montrant Israël en train d'être frappé. Des choses qui échappent à la censure, parce qu'il y a une censure extrêmement stricte. Et Israël a toujours été comme ça. C'est ainsi que fonctionnent les démocraties, n'est-ce pas? Même quand elles n'essaient pas de tuer leurs voisins, elles ne te laissent toujours pas dire quoi que ce soit qui pourrait aller à l'encontre du régime de Tel Aviv. Donc oui, voilà comment fonctionne la première démocratie. Maintenant, nous voyons la situation évoluer vers une escalade de désolation. Avec les Américains veulent le pétrole. Les Israéliens ont gagné. Tout le monde a gagné. Et si les Américains disparaissent dans le processus, c'est pas très grave. Je veux dire, regardons les choses de façon réaliste. Les États-Unis sont une prostituée pour Israël. Ils lui appartiennent. Et si les prostituées meurent dans le processus pour le plus grand bien des propriétaires, et alors? Il y aura toujours les Indiens à qui s'accrocher. On dirait que les Israéliens s'accrochent maintenant aux Indiens. Ils pompent les Américains jusqu'à la moelle. J'imagine que les Indiens sont assez stupides pour le permettre. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, si l'on écoute Washington, il n'y a pas grand-chose qui vienne de Delhi dans ce cas. Washington dit à Delhi quand elle peut acheter du pétrole et à qui elle peut en acheter. Donc apparemment, l'Inde est maintenant un État vassal de l'Amérique. Et certains groupes de réflexion américains disent déjà « Nous n'allons pas laisser l'Inde s'élever comme la Chine. Nous avons retenu la leçon. Nous allons rabaisser l'Inde. » Donc, si les Indiens écoutent ceci et qu'ils ont encore un peu de fierté, ils devraient commencer à agir un peu plus comme s'ils étaient les maîtres de leur propre pays, au lieu d'être possédés par les Américains. Parce que les Américains, eux, donnent clairement l'impression que l'Inde est
pardonnez-moi l'expression, leur chose. Alors, si les Indiens ont un minimum de fierté nationale, ils devraient dire aux Américains d'aller se faire voir. Je veux dire, les Américains viennent tout juste d'assassiner l'un de vos invités à votre défilé. C'est un crachat en plein visage de chaque Indien s'il lui reste un peu de fierté. Voilà ce qui vient de se passer. Donc, vous savez, je ne sais pas. J'imagine qu'on verra bien. Certaines nations, je suppose, se défendront, d'autres, je suppose, se soumettront. C'est intéressant de voir si l'Inde agit ou non. Mais il ne sort pas grand-chose de maudit ces temps-ci. Aus nims précieux Gwalling. Nous avons appris des Iraniens qu'ils affirment que cette guerre se poursuivra au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, en novembre. Ils ne voient aucune possibilité prochaine de parvenir à un accord, d'une manière ou d'une autre, avec, je ne sais pas, les États-Unis ou Israël ou quoi que ce soit de ce genre. Cela me semble absurde, mais il paraît que le plan est de continuer jusqu'en novembre. Comment voyez-vous la situation? La guerre semble s'intensifier. Aujourd'hui, nous avons appris que les gardiens de la révolution islamique vont augmenter de 100% le nombre de missiles envoyés vers Israël et de 20% le nombre de drones. Comment évaluez-vous le système de défense aérienne d'Israël conjointement avec celui des États-Unis? Nous savons qu'ils importent de nombreux systèmes de défense aérienne de Corée du Sud, mais la combinaison ne concerne pas seulement les systèmes de défense eux-mêmes. Il s'agit aussi des radars associés aux intercepteurs. Comment évaluez-vous le système de défense aérienne d'Israël? Vous savez, un article est paru affirmant que, dans les 2 ou 3 premiers jours de ce conflit, les États-Unis avaient utilisé environ 3600 missiles. Cela inclut à la fois des missiles intercepteurs et offensifs. Ce ne sont pas seulement des Tomahawk, cela comprend probablement aussi des missiles air-sol tirés par des chasseurs bombardiers, et ainsi de suite. Mais le fait est que les États-Unis ne peuvent pas maintenir ce rythme. Ils ne peuvent pas remplacer ce qu'ils tirent. Ils pillent désormais toutes leurs réserves stratégiques. Ils pillent leurs alliés. Les États-Unis n'ont pas d'alliés. Ils ont des vassaux. Les vassaux qu'ils avaient promis de défendre vont maintenant se retrouver sans protection. Et ils ont mis la Chine en colère. Ils ont mis en colère des acteurs comme ça. Ces alliés ou vassaux vont maintenant être privés des armes dont ils auront besoin après avoir fâché tout le monde pour les Américains. Pas très malin. Alors peut-être qu'ils vont commencer à comprendre que, vous savez, énerver les Chinois, énerver les Russes, énerver tout le monde autour de soi pour les Américains, et ensuite voir les Américains vous poignarder dans le dos et prendre tout ce qu'ils peuvent pour défendre la classe des propriétaires. La classe des propriétaires à la Epstein en Israël et à Washington. Peut-être que quelqu'un finira par se réveiller quelque part. Les Arabes, eux, ont certainement eu un réveil brutal, un réveil très brutal. Bien sûr, les Arabes sont comme toujours duplicitaires. On le voit avec les Saoudiens, qui ont dit « Vous savez, notre espace aérien est fermé ». Mais les chasseurs furtifs américains l'utilisent dans tous les sens. Quelqu'un a oublié d'éteindre un transpondeur, ou l'a peut-être fait exprès, et a révélé les trajectoires de vol qu'ils empruntent à travers l'Arabie saoudite. Lavrov a sérieusement sermonné les Arabes qui suppliaient la Russie d'intervenir et de leur sauver la mise d'une manière ou d'une autre. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Lavrov, ils essaient de s'asseoir sur 2 chameaux à la fois. Vous savez, si vous essayez de poser votre derrière sur 2 ou 3 sièges en même temps, vous finissez généralement par tomber par terre entre les 2. Et c'est apparemment ce que ces Saoudiens sont en train de faire. J'imagine qu'ils veulent que leur nation soit détruite, en toute logique. Les Israéliens vont s'assurer que tout soit détruit dans la région. On parle du fait qu'ils commencent à frapper les usines de dessalement.
Et bien que cela causerait beaucoup de dégâts à l'Iran en détruisant ses usines de dessalement, le pays dispose encore de ressources en eau douce, contrairement aux royaumes désertiques qui n'ont pas assez d'eau douce pour nourrir ne serait-ce qu'une partie de leur population. Leurs habitants dépendent absolument, totalement, des usines de dessalement. Sans elles, ils commencent à mourir. Je veux dire, des morts massives, simplement parce qu'il n'y a pas d'eau. On peut vivre sans nourriture pendant 3 ou 4 semaines si l'on a suffisamment de réserves. Si une personne meurt de faim lentement, ou au moins 1 semaine et demie, 2 semaines si elle est déjà maigre, la famine est une mort lente. 3 jours sans eau, ou dans ces conditions désertiques, même un seul jour sans eau, et adieu la personne. C'est la réalité. Quand des millions de personnes dépendent d'usines de dessalement, si on en arrive là, on assistera à une mortalité massive au Moyen-Orient, surtout le long du golfe Persique. Et d'ailleurs, les Israéliens ne sont pas beaucoup mieux lotis. Eux aussi dépendent des usines de dessalement pour la population qu'ils ont. Ces régions, historiquement, du moins la région israélienne, étaient plus vertes et elles ont reverdi pas mal, mais elles ont utilisé des nappes phréatiques profondes pour y parvenir. Beaucoup de ces zones traversent des périodes de sécheresse, comme nous le savons, des sécheresses très graves au cours des 10, 15, 20 dernières années. Donc, si on en arrive là, c'est essentiellement la même chose qu'une arme de destruction massive à action lente. Et il semble que ce soit la direction que cela prend. Je veux dire, nous avons vu quand les Israéliens ont frappé les dépôts de pétrole à l'extérieur de Téhéran, le ciel noir, la pluie de sel. Ce sont des armes chimiques. C'est une attaque chimique improvisée. Ils continuent donc d'escalader. Les retombées pourraient durer des mois, j'en suis sûr. La question est, que feront les Israéliens? La raison pour laquelle ils vont augmenter leur stock de missiles dirigés vers Tel Aviv, la périphérie de Jérusalem et d'autres régions d'Israël, c'est tout simplement que les systèmes de défense antimissiles sont à court de munitions. Les radars ont été détruits, non seulement ceux à vision vers l'avant, situés à Bahreïn et au Qatar, mais maintenant aussi les radars THAAD. 2 d'entre eux ont été détruits, il n'y en avait que 7 au départ, peut-être que 3 ont disparu maintenant. 2 ont été détruits en Arabie Saoudite, 1 en Jordanie, donc 3 au total. Ces radars peuvent voir au-delà de l'horizon, ils sont très visibles sur les capteurs, ce qui attire beaucoup d'attention. Alors, que faire? Le système d'alerte israélo-américain est passé de 30 minutes à seulement 1 ou 2 minutes pour les alertes entrantes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas réagir assez vite, surtout lorsqu'il y a de grandes vagues. Donc oui, à ce stade, l'Iran peut intensifier et frapper encore plus fort. Israël pratique la censure, mais la population là-bas est actuellement d'humeur peu amicale, car même les soi-disant zones sûres ne le sont pas. On commence à voir les prémices de conflits intermittents à l'intérieur du pays entre Israéliens et travailleurs immigrés. D'ailleurs, beaucoup de gens filment, des Indonésiens et d'autres personnes travaillant en Israël, en disant qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans les abris. Les Israéliens ne les laissent pas entrer parce qu'ils n'ont pas la bonne religion ou la bonne origine. C'est ce qui se passe dans un état d'apartheid. Certaines personnes se voient dire qu'elles sont spéciales, plus spéciales que toutes les autres, les exceptionnelles. Et quand on arrive là, beaucoup d'entre eux y croiront, surtout dans une situation de stress. Et vous savez, les personnes qui travaillent pour les Philippins, elles sont simplement jetées à la rue pour survivre. Et croyez-moi, ça se sait, cela se répand dans toutes les directions. Donc cette image d'Israël, comme une sorte de démocratie, une sorte d'endroit libéral, cela a toujours été en partie vrai, en partie faux. Je veux dire, Tel Aviv était la capitale LGBT du Moyen-Orient, tandis que Jérusalem est une ville très religieuse. Tout cela coexiste sous un même toit et à peu de distance l'un de l'autre.
Mais au bout du compte, on voit bien ce qui se passe. Cette décence humaine et tout ce qui l'accompagne semble disparaître très vite quand on fait partie des élus et que les autres ne le sont pas, surtout quand l'espace est limité. Voilà le problème. Mais que fera Tel Aviv? Je veux dire, s'il décide d'utiliser l'arme nucléaire, d'abord, cela ne sauvera pas Israël. Cela pourrait même avoir l'effet inverse. Israël possède un réacteur nucléaire, et à ma connaissance, l'Iran ne l'a pas pris pour cible. Je suis certain que si Israël recourt au nucléaire, l'Iran ripostera avec tout ce qu'il a. À ce stade, il n'aura plus rien à perdre. Point final. Et Israël, en tant que territoire, sera mort. Il sera détruit. Il sera économiquement anéanti. Il est déjà en réalité très très endommagé. Et je veux féliciter le paysan contribuable américain parce que vous allez reconstruire tout Israël. Ce ne sont pas vos écoles qui seront reconstruites, ni vos infrastructures réparées. Vous ne méritez pas cela. Vous êtes un paysan et un serf au service de vos supérieurs. Et vos supérieurs exigent que vous reconstruisiez leur pays après qu'ils ont déclenché une guerre dans laquelle vos fils et vos filles vont mourir. Félicitations. Vous avez la chance d'être choisis par les élus pour reconstruire les élus. Mais j'imagine que si les Américains ne s'en soucient pas, ils ne s'en soucient pas. 40% des élèves de 8e année aux États-Unis ne savent pas lire. Le taux d'alphabétisation est délirant. Mais bon, quelqu'un d'autre bénéficie de soins de santé gratuits, et pas vous, et vous allez devoir reconstruire leur pays. Oui, mais ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer pendant un bon moment. Et vous savez, ce que nous voyons avec la dernière, disons la dernière fanfare de l'Amérique, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est que l'Inde est désormais autorisée à acheter du pétrole russe. Les Américains l'ont permis parce qu'ils sont magnanimes, paraît-il. En réalité, c'est parce que les Indiens vont ensuite le raffiner et revendre le carburant à l'Union européenne. Peut-être. Le problème, c'est que les Américains considèrent encore cela comme une situation à court terme. Vous savez, ils se disent que cela va durer, d'accord, peut-être un mois de plus, et que le choc énergétique en Europe, ils finiront par le surmonter. Eh bien, si cela continue pendant l'été, il n'y aura tout simplement plus d'économie européenne. Point final. Parce que devinez quoi? Vous avez peut-être de bonnes lignes ferroviaires, mais au bout du compte, tout doit encore être transporté par camion d'un point à un autre, jusqu'au lieu de vente final. Et si les gens n'ont pas de carburant, s'il n'y a pas assez de diesel, s'il n'y a pas assez d'essence, l'essence d'ailleurs est largement utilisée pour la production d'électricité. Vous feriez bien d'espérer que l'été ne soit pas aussi chaud que l'an dernier. Sinon, il y aura de très gros problèmes. Car il n'y aura pas de climatisation, il n'y aura pas assez d'électricité. Bienvenue dans la réalité, l'Europe, une réalité que vous méritez amplement, à bien des égards, pour votre stupidité, votre lâcheté, et pour tolérer les dirigeants que vous avez, ceux qui vous exploitent, vous violent et vous détruisent. Mais vous restez assis sur vos canapés et vous tolérez cela, donc vous le méritez. Sas, tu as mentionné quelque chose de tellement crucial et important pour toute la région d'Asie de l'Ouest, y compris en allant jusqu'en Israël, et c'est le dessalement. Un journaliste a demandé à Donald Trump si les États-Unis avaient attaqué des usines de dessalement en Iran. Voici ce qu'il a répondu. Donald Trump a dit: L'Iran a accusé aujourd'hui les États-Unis d'avoir frappé une usine de dessalement à l'intérieur du pays. Ils ont déclaré que cela pourrait ouvrir la voie à des attaques contre les infrastructures, et pas seulement contre des cibles militaires. Ils doivent également ouvrir la porte à d'autres attaques contre eux. Avez-vous répondu à cette accusation? Les États-Unis ont-ils frappé l'usine de dessalement? Ce sont parmi les personnes les plus maléfiques que la Terre ait jamais connues.
Ils ont décapité des bébés, ils ont coupé des femmes en deux. Ce qu'ils ont fait, regardez le 7 octobre. Regardez ce qu'ils ont fait au cours des 47 dernières années. Donc, je ne sais rien d'une usine de dessalement. Si ce n'est que, s'ils se plaignent d'une usine de dessalement, nous nous plaignons du fait qu'ils ne devraient pas décapiter des bébés. D'accord? Ce type ne répond tout simplement pas à la question. Il continue sans arrêt avec la rhétorique israélienne et les mensonges, le 7 octobre, et il mélange cet argument avec les Iraniens et le peuple iranien. C'est un énorme désordre dans sa tête, comme on peut le voir, parce que les concepts qu'il a en tête, en réalité, il n'a aucun concept, pour le dire simplement. Il parlait de cette salade de mots qu'il utilise. Il ne fait que répéter des mensonges encore et encore. Il ne sait pas de quoi il parle. Quelle est votre compréhension du rôle de Donald Trump en tant que président et principal acteur responsable de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? Attends une minute, Nima. Tu étais justement en Iran. Tu veux dire que tu n'as pas assisté au rituel matinal de décapitation de bébés qui aurait lieu chaque jour sur chaque place d'Iran? Tu n'as pas vu ça? Alors, de quoi parles-tu? Ils tuent bien des bébés en Amérique, non? Ils n'amènent pas 1 ou 2 Américains pour leur couper la tête chaque jour aussi? Enfin, ils tuent des Américains depuis 47 ans, je suppose. Tous les jours. Il doit bien y avoir, 1 million d'Américains morts dans cette rue. C'est ce qu'on nous dit. Et chaque jour, ils seraient prêts à fabriquer une bombe nucléaire. On entend ça depuis 40 ans maintenant. 47 ans qu'ils tueraient des Américains chaque jour. Enfin, les Iraniens ont brûlé Mossoul jusqu'au sol. Les Iraniens ont bombardé des marchés en Yougoslavie et des hôpitaux. Les Iraniens ont tiré sur leurs propres écoles et leurs propres jardins d'enfants dans le Donbass. Les Iraniens, vous savez, massacraient des gens à tout va depuis des centaines d'années. Oh pardon, attendez, c'était les États-Unis. Ai-je raté quelque chose? Le discours de propagande de Trump. Écoutez, Trump, la seule chose qu'il sait vraiment faire, c'est du marketing. Et une partie du marketing consiste à répéter le mensonge encore et encore et encore. Vous savez, on dit qu'il faut effectuer un mouvement physique 19 fois pour que la synapse se forme, pour que le cerveau se souvienne de ce mouvement, surtout s'il est complexe, afin qu'il devienne naturel. 19 fois. Quelqu'un peut aller plus vite, quelqu'un peut aller plus lentement. C'est la même chose ici. Écoutez, si vous répétez un mensonge suffisamment de fois à une personne moyenne, surtout si cette personne n'est pas très cultivée, et en tenant compte du fait que le taux d'analphabétisme aux États-Unis est d'environ 21%, avec 32% supplémentaires partiellement analphabètes, si vous le répétez assez souvent, les gens finiront par croire et répéter le même mensonge. Ils ne savent rien. Regardez, si vous demandez à l'Américain moyen en ce moment, trouve l'Iran sur une carte, trouve l'Afghanistan, où ils ont passé 20 ans sur une carte. Bon sang, je suis presque sûr que si vous demandiez à l'Américain moyen de trouver l'Amérique sur une carte, vous seriez surpris du pourcentage de ceux qui n'y arriveraient même pas. C'est normal. Ça arrive quand on a un système éducatif complètement effondré. Alors le président débite les mêmes mensonges et absurdités, et il domine les médias. Tout est simplement répété. Regarde, je veux dire, tu as Jon Stewart là-bas, qui plaisante sur Khomeini voulant être martyr pour obtenir ses 72 vierges, et sur la déception que ces vierges vont ressentir parce qu'il est vieux. Tu vois, c'est comme ça qu'ils tournent en dérision les massacres qu'ils commettent. Pendant 6 jours, on a entendu « Nous n'avons pas touché cette école ». Et puis, eh bien, peut-être qu'on visait quelque chose près de cette école. Oh, eh bien, peut-être que nous avons bien touché cette école. 180, je ne sais pas quel est le chiffre exact.
Il ne cesse d'augmenter. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un en parler, on disait 180, mais 165, c'est le dernier chiffre que j'ai vu dans un article journalistique. Nous tuons des gens, mais ils ont frappé plusieurs autres écoles. Ils ont touché 13 hôpitaux. Oh, oups. Maintenant, la faute est rejetée sur l'intelligence artificielle. C'est elle qui choisit nos cibles. Nous ne sommes pas vraiment responsables de ça. Vous voyez, ces puces là-bas, ce sont elles qui réfléchissent. Nous nous contentons d'innocemment larguer les bombes et d'appuyer sur le bouton pour tirer. C'est la version moderne de « je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Je n'ai pas fait ça parce que je le voulais. Je n'ai pas dirigé les camps de concentration en Allemagne parce que Hitler m'avait dit de le faire. Ça ne marche pas. C'est quand même un crime de guerre. Les États-Unis ont commis d'énormes crimes de guerre. Ils en ont commis constamment. Je veux dire, ne soyons pas ignorants à ce sujet. Ne nous berçons pas d'illusions. Vous savez, quand j'étais cadet, nous avions un sergent des forces spéciales qui était notre instructeur en tactique d'infanterie. Et l'une des premières choses qu'il nous a apprises, c'était double tirer sur tout le monde. C'est absolument contraire à la Convention de Genève. Si un soldat blessé se rendait, vous étiez tenu par la loi du pays, la Convention de Genève que vous aviez signée, de le soigner et de l'évacuer si nécessaire. On nous enseignait double tirer sur tout le monde. Si vous n'avez pas besoin d'une langue, eh bien, en Russie, on appelle ça une langue, c'est-à-dire quelqu'un à interroger, vous double tirez dessus. De cette façon, vous n'avez pas à vous en soucier. Et si quelqu'un ne comprend pas ce que signifie une double frappe, c'est 2 tirs contrôlés à la tête. Bon, peut-être pas forcément à la tête dans ce cas, mais l'idée c'est qu'on tue tout le monde. S'ils se sont rendus, on les tue quand même. Bienvenue dans la réalité. Et j'avais 18 ans à l'époque, à l'ROTC de NC State. C'est comme ça qu'on nous a appris. Bien sûr, personne ne l'admettra, mais c'est la réalité. Et on le voit. On le voit quand ils partent, quand ils achèvent les survivants sur un hors-bord qu'ils viennent de faire exploser. On le voit quand ils laissent des marins d'un navire qu'ils ont coulé, des marins qu'ils sont légalement tenus de secourir, selon la loi américaine, parce que l'Amérique a signé la Convention sur le droit de la mer. Ils ont le devoir de les récupérer. Ils ne le font pas. Ils les laissent là pour mourir en mer. Et ils refont ça encore et encore, puis crient « Tout le monde, nous sommes les justes. Nous sommes les élus de Dieu pour être les justes. Nous sommes là pour vous dire comment vivre. » Vous feriez bien d'espérer que tout le monde ne vive pas comme vous, parce que ce sera une mauvaise journée pour les États-Unis si tout le monde fait aux États-Unis ce que les États-Unis font aux autres. Et ils ne semblent pas vouloir le comprendre. Après tout, en ce moment, il y a des sénateurs qui hurlent « Nous sommes le grand prédateur. Nous pouvons faire ce que nous voulons. » Oui, jusqu'au moment où quelqu'un vous plante une lance dans la tête. Bienvenue dans la réalité. Vous n'allez pas toujours être au sommet. En fait, vous ne l'êtes déjà plus. Vous ne vous en êtes peut-être simplement pas encore rendu compte. Les États-Unis sont à court de munitions. Les États-Unis deviennent vraiment désespérés. On dirait qu'ils envisagent de déployer les troupes aéroportées, peut-être en Azerbaïdjan, pour envahir depuis le nord. Je doute qu'ils passent par la Turquie pour entrer au Kurdistan, car les Turcs ne veulent certainement pas d'un Kurdistan indépendant à leurs frontières, avec tous les problèmes que cela impliquerait. Ils pourraient essayer, ce qui serait vraiment, et de façon fascinante, stupide, de prendre la partie sud du détroit d'Ormuz, puisque Trump déclare maintenant que la marine américaine escortera les navires directement à travers Ormuz. Franchement, c'est une mission suicide. En réalité, on n'a même plus besoin de missiles sol-mer. Bienvenue dans la réalité moderne. On n'a même plus besoin d'artillerie à tir direct. Il suffit d'un millier de gamins avec un joystick, une petite tablette et un casque et des drones. On prend les plus gros drones et met une roquette RPG en dessous.
Ah, ces engins ont été utilisés partout sur le front russo-ukrainien. D'ailleurs, les terroristes ukrainiens s'en sont servis contre un pétrolier russe qui passait près des îles Égéennes. Ils l'ont attaqué avec un essaim de drone FPV parce qu'il était si proche. Vous savez, ces engins peuvent aller loin. Ils couvrent facilement leur portée. Ils peuvent aisément traverser le détroit d'Ormuz. Il fait 32 km, 35 km à son point le plus étroit. On peut le bloquer rien qu'avec ça. Et si vous en envoyez 100 ou 200 vers un destroyer américain, vous allez toucher. Vous allez toucher plusieurs fois. Ils ne peuvent pas tous les arrêter. Et on peut en envoyer des centaines. Ça ne coûte pas cher. Mais enfin, Trump est complètement à côté de la plaque. S'il force la marine américaine à mener cette mission suicide, j'imagine qu'il y aura beaucoup de navires sabordés dans toute cette zone.